Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de retrouver Eliezer Charodotsky pour nous parler toujours d'Israël, d'antisémitisme. Et tu veux nous parler 2024, version du Moyen Âge, la renaissance des accusations de meurtre rituel entre le Moyen Âge et 2024. Bechavod Eliezer, le cours bien sûr est organisé par Midreshet Yehuda Manitou. Bechavod. טוב, שלום חברים. Euh, Ça vaut toujours la peine de prendre un peu de perspective pour comprendre ce qui se passe. C'est pas que ça rassure, ça va être, en tout cas dans ces premières parties, une conférence assez difficile. Mais euh, rien que de la remettre en perspective, je pense, va nous donner pas seulement des outils, mais aussi une compréhension plus profonde de ce qui se passe. Et ensuite, on pourra essayer aussi de voir ben, qu'est-ce que je fais avec cela. Étant donné qu'en fait, l'histoire, elle se répète, mais euh, elle se répète. Qu'est-ce qu'il me demande là? Elle se répète à chaque fois à un autre niveau de la spirale. Alors, au premier avis, tu pourrais dire, mais qu'est-ce que tu dis? 2024, version Moyen Âge. Renaissance de la question du meurtre rituel. Le meurtre rituel, ça date de presque 1000 ans. Le premier meurtre rituel, c'était au milieu du XIIe siècle, on va en parler. Quel rapport entre le Moyen Âge et le début du XXIe siècle? Ça, c'est une première question. Maintenant, quelle comparaison, deuxième question, quelle comparaison on peut faire entre l'Europe chrétienne, moyenâgeuse, sous l'emprise de l'Église, ou de la monarchie, qui est elle aussi chrétienne, d'un côté, et un monde euh, où le christianisme, il relève du passé, c'est de l'ordre d'une pièce de musée. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, comment comparer une époque, une ère où les Juifs étaient au comble de l'exil et de la dispersion, et une époque où près de 50% du peuple juif sont concentrés en Eretz Israël. On a un État puissant, on a la technologie, on a une armée, on a tout ce qu'il faut pour tenir tête à tous les défauts, à tous les défis, quels qu'ils soient. Eh bien, je voudrais émettre l'hypothèse de dire qu'en fait, l'histoire, elle se répète. Et ce à quoi on a affaire aujourd'hui, avec la guerre à Gaza, ce à quoi on a affaire véritablement déjà plus de 20 ans, tout le 21e siècle, et même avant, mais là, 21e siècle, c'est encore plus fort, eh bien, c'est une répétition de l'accusation du meurtre rituel. Je vais donner quelques exemples avec l'affaire de Muhammad Doura, très connu, Charles Anderlin, Imarchmo et compagnie. Euh, et, euh, 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 et puis ensuite, l'affaire un peu plus, pas aussi célèbre de la journaliste de Al Jazeera et qui a été tuée à Jenin il y a un peu plus d'un an. Et puis, avant d'en venir à notre guerre actuelle. Mais avant tout cela, je voudrais donner comme une brève rétrospective historique de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est une accusation de meurtre rituel. Euh, Ce sont des accusations qui nous accompagnent, si on peut s'exprimer de cette manière, euh, de 1144, la ville de Norwich, en Angleterre,
et jusqu'à l'affaire Beilis à Kiev, 1912-1913, avec la fameuse accusation de Blois en 1171 et beaucoup d'autres dans ces 900 siècles, ces 9 siècles depuis l'affaire de Norwich. De quoi il s'agit? Eh bien, lorsqu'on prend le premier cas à Norwich, eh bien, on découvre le corps d'un enfant chrétien mort. Et puis, très vite, se répandent des rumeurs et on accuse les Juifs de l'avoir assassiné, et pas seulement de l'avoir assassiné, mais de l'avoir fait à des fins rituelles, dans une optique religieuse. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin de preuves? Non, il n'y a pas besoin de preuves, qu'effectivement, on n'a pas besoin de trouver les coupables. Dans certains cas, il n'y a même pas besoin de corps, d'enfants chrétiens. Par exemple, à Blois, il n'y avait pas de corps, il y avait juste une accusation de meurtre, mais il n'y avait pas d'enfant. Ken? La culpabilité, elle est inhérente, il est inhérente aux Juifs. On sait qu'ils ont tué Dieu, on sait qu'ils ont tué le Messie. Chose encore intéressante, c'est que dès le 12e, 13e siècle, cette culpabilité des Juifs, elle devient pas seulement inhérente, mais elle devient quelque chose que les Juifs ont fait délibérément. Parce qu'il faut savoir, au début, 4e, 5e siècle, toutes les théories chrétiennes, Augustin et compagnie, eh bien, ils disaient que les Juifs ont fait ça, oui, les Juifs sont des assassins, mais ils ont fait ça par erreur. Ils ne savaient pas qui ils tuaient. Dès le XIIIe siècle, les franciscains, les dominicains, les moines de ces ordres, eh bien, ils commencent à diffuser la version nouvelle du déicide que les Juifs, ils disent, les Juifs savaient qui ils tuaient. Il n'y a pas d'erreur. C'est un homicide et un déicide délibéré, volontaire, en pleine et en toute conscience. Maintenant, on peut dire obsède. Je continue encore un peu. C'est-à-dire, après cette accusation de meurtre rituel et la mise à mort de Juifs accusés, eh bien, il y a très souvent et généralement un pogrom qui s'ensuit. Pourquoi? Parce que si les Juifs, ils sont coupables, alors pourquoi s'en tenir juste à quelques représentants, à quelques rabbins? Il faut s'en prendre à toute la communauté. À Blois, le 20 du mois de Sivan, eh bien, c'était toute la communauté qui a été massacrée. On connaît la kina, les pleurs qui ont été composés entre autres par Rabbeinu Tam à ce sujet. À Blois, c'était en 1171. Okay? Et donc, c'est pas seulement quelque chose qui touche à tel ou tel juif, mais c'est quelque chose qui touche à des communautés entières. Maintenant, on pourrait dire, l'antisémitisme chrétien, il est connu.
Il est connu. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec l'accusation de meurtre rituel? Il, il y avait, on connaît déjà comment dire, les croisades. C'était avant. Bon, les expulsions, oui, il y avait aussi des expulsions. L'essentiel de l'expulsion, ça viendra plus tard, mais il y avait des expulsions aussi d'Espagne avant, pas l'expulsion de 1492, mais des Wisigoths, etc., 8e siècle et compagnie, pas 8e, pardon, 7e siècle. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, ce qu'il y a de nouveau, c'est la chose suivante, c'est que lorsqu'on regarde l'antisémitisme dans l'Antiquité, eh bien, c'est en Antiquité, il y a là-bas des accusations de vous êtes un peuple misanthrope, vous n'aimez pas l'humanité, vous vous mariez seulement entre vous, vous mangez seulement entre vous, vous buvez pas de notre vin, vous mangez pas de notre viande, vous ne voulez pas épouser nos filles, vous ne voulez pas nous donner vos garçons, etc., etc. Vous haïssez le genre humain. Bon, ensuite, c'est ajouté à cela une autre motivation, c'est une autre accusation, c'est que vous êtes le peuple déicide. Vous avez tué Dieu, Messie. Donc là, c'est une accusation déjà d'ordre religieux, pas seulement humain ou humaniste. Vous n'aimez pas le genre humain. Mais c'est d'ordre religieux. Vous en prenez à Dieu lui-même et à son envoyé. Bon, alors qu'est-ce que ça vient ajouter? Eh bien, ça vient ajouter une chose très intéressante, c'est que là, avec le meurtre rituel, vous n'êtes pas seulement euh, un peuple qui déteste l'humanité, vous êtes un peuple meurtrier de l'humanité. Vous vous en prenez à l'humanité dans ce qu'elle a de plus euh, tendre, de plus innocent. Vous en prenez aux enfants. Plus que cela, cet enfant, qui est-ce qu'il incarne? Eh bien, il incarne l'innocence de Dieu en personne, de ce qu'ils appellent Dieu naturellement, de leur divinité. Donc, il y a homicide et déicide d'un seul coup. Shtaim b'maka echad. Faut dire aussi qu'il y avait d'autres accusations de meurtre rituel, comme la profanation de l'hostie. L'hostie qui représente le corps de l'autre. Et donc, sa profanation, c'est comme une répétition du déicide. Donc, le déicide, le peuple juif en est coupable, pas seulement dans le passé, il y a 1000 ans, mais c'est un peuple qui en est coupable dans le présent. C'est un peuple qui ne doit pas seulement payer pour le déicide commis. Naturellement, tout ce que je dis, il faut prendre entre guillemets. Le déicide, entre guillemets, commis il y a 1000 ans, mais pour le déicide qu'il recommence chaque année, chaque veille de Pessah, d'année en année. Et alors là, on voit pourquoi l'accusation de meurtre rituel, elle devient beaucoup plus dangereuse. Parce que si tu as commis quelque chose dans le passé, bon, c'est pas bien. Et de plus, si tu l'as commis par inadvertance, par erreur, c'est pas bien. Mais ok, on peut commercer avec toi, on peut te supporter à la rigueur. Bon, bien entendu, tu dois être soumis à des règles humiliantes, à des règles qui te mettent un peu au bas de la société. Mais bon, là, dans le cas euh, du meurtre rituel, tu deviens d'un coup un
peuple meurtrier, par définition, qui est un danger dans le présent. Donc, il faut, il faut il y a une nécessité de se débarrasser de ce peuple presque comme traitement prophylactique. C'est pas qu'on doit attendre qu'il fasse quelque chose de mal. Non, c'est un peuple qui est meurtrier de naissance. Donc, il faut se débarrasser de ce peuple a priori et pas a posteriori. Maintenant, c'est ainsi que ça marche. Et c'est ainsi que ça marche de Blois à Damas et de Norwich à Lincoln et de Fulda à Trento et de Kiev ailleurs, c'est-à-dire dans plus de 150 cas répertoriés, il y en a beaucoup d'autres, 150 accusations qui nous accompagnent du 12e et jusqu'au 20e siècle. Jusqu'au 20e siècle. Maintenant, je regarde les questions avant de passer. Ouais. Pardon, quand a-t-on tué Dieu, leur Messie? J'entends, mais ce sont ce sont les Grecs qui ont profané le temple, arrêté la présence de... Oui, mais ça, je parle maintenant, j'emploie le langage chrétien. J'emploie le langage chrétien, c'est-à-dire que quand il parle de Dieu, eh bien, il ne parle pas pour nous de Dieu avec un grand D, avec un point entre I et U. Non, de ceux qu'ils ont, de Jésus qu'ils ont, eux, nommé Dieu. Ken. Donc, c'est de cela qu'il parle. Je n'entre pas maintenant dans l'explication profonde de ceux qui est de ceux que de ceux qu'ils disent sans le comprendre. Ça, j'en parle pas maintenant parce que sinon, ça nous amènerait ailleurs. Avril 1983, Mayence, soi-disant meurtre rituel sur un enfant chrétien qui fut suivi d'un pogrom, etc. Oui, il y a eu énormément de cas comme ça. Ça, oui, on sait. Maintenant, ce que je veux dire, je veux passer à la suite et essayer de regarder maintenant, de comparer ce qui se passe au XXIe siècle. Je voudrais commencer par l'affaire de Muhammad Doura, qui se passe d'ailleurs en 2000, d'ailleurs le septembre de l'an 2000, où encore une fois, on peut voir une renaissance de l'accusation de meurtre rituel. Ken? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu là-bas une émission de France 2 où le caméraman de Charles Anderlin, qui s'appelait Talal Abou Rahma, a filmé lors d'une fusillade entre des terroristes arabes et les forces de Tzal, un père et son enfant qui se cachaient derrière un mur et puis une sorte de bidon là-bas. Et puis, on voit que on peut comprendre qu'après un certain temps, après certaines minutes, eh bien, l'enfant serait mort dans les bras de son père. Bon, les images sont montées très vite, les commentaires qui les accompagnent se répandent à une vitesse fulgurante sur toutes les chaînes du monde. Et elles ne laissent aucun doute. Ken, Muhammad a été tué par des balles israéliennes. Et puis ensuite, 2 jours après cela, Talal Abou Rahma a prêté serment devant une organisation arabe des droits de l'homme que l'enfant avait été tué de sang-froid par les forces de Tzal.
Maintenant, plus tard, naturellement, aujourd'hui, on connaît toute l'histoire, eh bien, il y a diverses enquêtes ont prouvé que le fragment édité de 27 minutes, eh bien, il a été monté de toutes pièces et il était faux. Mais à cette époque, le mal était déjà fait. Le 4 octobre, alors que Ehud Barak, ministre, alors Premier ministre israélien, était en visite en France, Jacques Chirac lui dit déjà, mais vous savez, tuer des enfants, ce n'est pas une politique. Le 7 octobre, date intéressante, une manifestation a lieu à Paris à laquelle ont participé pas seulement des Arabes et des musulmans, mais aussi des communistes français. Parmi d'autres banderoles, là-bas, eh bien, il y en a une où sur le fond d'une photographie du Muhammad Adoura, on voit les inscriptions mort aux Juifs et sur une autre pour un Palestinien tué et 1000 Juifs non humains tués. Et ensuite, le 12 octobre, à Ramallah, il y a le fameux lynchage, enfin le fameux, si on peut dire, le célèbre lynchage de 2 soldats israéliens entrés par erreur à Ramallah. Et puis, on connaît les images, mais on n'entend pas, on ne se rappelle pas des cris qui étaient émis là-bas. Les cris étaient Vengez Muhammad Adoura, Vengez Muhammad Adoura. Un célèbre journaliste français a déclaré à la radio que la photographie de Adoura efface de notre mémoire la photographie de l'enfant juif, les mains levées, devant les soldats SS dans le ghetto de Varsovie. Vous vous rappelez très bien de cette photo. Au même moment, en septembre-octobre 2000, des manifestations anti-juives et des pogroms ont commencé en France. Les synagogues ont été incendiées, les enfants juifs ont été attaqués et battus en Israël. C'est le tout début d'une vague de terreur sans précédent. Et l'arrière-plan de toute cette vague, de ce qu'on appelle par erreur la deuxième intifada, ou pas par erreur la guerre d'Oslo, eh bien, l'arrière-plan, c'était quoi? C'était la photo de Muhammad Adoura. Le journaliste de Wall Street Journal, Richard Pearl, juif, a été assassiné au Pakistan à cause avec cela pour prétexte. Et la vague d'attentats en Israël qui a eu lieu c'est en de 2 septembre 2000 jusqu'à l'opération Chomat Magen, eh bien, cette vague, elle avait pour prétexte, vous vous rappelez peut-être la montée, l'ascension de Ariel Sharon au mont du Temple, mais partout, on scandait vengeance, qu'ils veulent venger Mohamed Doura, c'est-à-dire, encore une fois, on voit plus ou moins, beaucoup plus que moi, la même trame. Il y a une accusation de meurtre. Maintenant, peu importe que cette accusation est démentie et prouvée fausse et montée de toutes pièces, peu après, peu importe. On sait que les Juifs sont des assassins de Palestiniens. On n'a pas besoin de preuves. On sait que les Juifs sont un peuple homicide, on peut dire. Et puis cette accusation, qui n'est naturellement pas prouvée, mais qui vient s'asseoir sur un champ culturel qui est prêt à l'accepter, tant au Moyen-Orient que dans pas mal de parties de l'Occident, eh bien, il y a une explosion de manifestations, de haine, etc., etc., et puis des pogroms qui emportent la vie de près de 1300 Juifs assassinés durant les attentats de l'an 2000, 2001, 2002, jusqu'à Pessah 2002 avec l'opération
Chomat Magen, mur de défense. Ken? Encore une fois, les accusations, elles sont infondées, elles n'ont pas besoin de preuves. Et puis, suite à cela, eh bien, il y a l'équivalent contemporain du pogrom, attentat terroriste, etc., etc. Ce qu'on voit maintenant, eh bien, ça y ressemble de manière très, très forte. C'est-à-dire, vous entendez des personnes, pas seulement des Arabes, pas seulement des musulmans, mais accuser Israël de causer la famine à Gaza. Pas au Soudan, où il y a des millions de victimes de la famine, mais précisément à Gaza. Comment il s'appelle? Joseph Borrell, de l'Union européenne, nous accuse de transformer la famine en arme de guerre contre les Arabes. Samantha Power de USAID nous accuse d'être responsables de la famine qui va emporter des milliers de vies au nord de Gaza, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a aucune famine, qu'il y a des centaines et des centaines de camions qui arrivent du sud, du nord, et qu'au contraire, s'il y a quelqu'un qui cause la famine, eh bien, c'est le Hamas qui pille ces camions ou qui les contrôle et qui ensuite en prend possession et puis il distribue selon ses désirs à qui il veut. Ken? Mais cela ne s'arrête pas ici. Comment il s'appelle? Il y a une accusation de génocide, tout court. C'est-à-dire les chiffres qui ne se basent sur rien du Hamas et qui sont publiés du jour au jour, des personnes, des Arabes tués à Gaza et des blessés, sont acceptés comme vrais, comme vérité, par les instances les plus, entre guillemets, louables du monde occidental. Vous avez Joe Biden qui dit on ne peut pas se permettre encore 30 000 morts supplémentaires, dont 70% des femmes et des enfants. Il y a, dit-il, d'autres moyens de lutter contre le Hamas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici une acceptation telle quelle, sans vérification, des chiffres absolument, comment dire, faux, véhiculés par le Hamas, par les assassins, c'est-à-dire les chiffres véhiculés par les assassins sont acceptés comme vrais par une très grande partie de l'humanité et qui servent comment dire, de chef d'accusation contre l'État juif qui est la victime de ce Hamas. Maintenant, on peut dire obsède, ils nous ont toujours accusés, ils nous ont toujours mal vus, etc. Non, mais il y a des choses qui ont changé. Jusque-là, on était des colonialistes. Être un colonialiste, c'est pas encore être un meurtrier. Bon, on était des occupants de terres étrangères. Bon, c'est pas joli, mais
On peut essayer de discuter. Non, on n'est pas des occupants, c'est notre terre au niveau historique. Et on l'a racheté, et puis au niveau religieux, et on peut discuter. Mais là, ça change. Israël, c'est le peuple génocidaire. C'est le peuple qui n'est pas la victime d'une tentative de génocide. Non, c'est le peuple qui est le coupable. C'est le peuple qui sème la famine. Donc là, ça devient dangereux. Pourquoi? Parce qu'un tel peuple, alors, tu dois t'en débarrasser. Alors, vous comprenez? Si c'est la nature du peuple, alors on peut comprendre Hamas. Si telle est la nature du peuple juif, eh bien, on comprend très bien le 7 octobre. C'est compréhensible. Euh, Maintenant, jusque-là, ce n'était pas très réconfortant. On pouvait dire, bon, ok, Eliezer, t'as amené encore une autre explication de ce qui se passe, mais ce n'est pas très rassurant, quoi, comme truc. Euh, et là, qu'est-ce que tu fais? Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a compris que l'humanité revient sur, comment dire, sur ses rails antisémites, mais nous, on fait quoi en attendant? Eh bien, je pense que tout d'abord, il faut voir qu'il y a aussi une différence. C'est qu'à à l'époque de Norwich, de Lincoln, de Blois, de Trento, etc., de Damas, on était sujet, on était victime, on avait, pardon, on n'était pas sujet, on était objet de ces accusations, de ces massacres. On n'avait pas d'autre place que le banc des accusés. On n'avait pas d'autre place que le banc des accusés où on nous mettait de force. Et puis bon, on pouvait essayer de parler au roi, de parler au pape, de dire, mais écoutez, vous savez, c'est tout à fait contre notre tradition. Nous, on ne boit pas de sang, on ne sacrifie pas d'enfants, au contraire, on en prend garde, etc., etc. C'est pas du tout nous. Essayer de se trouver des alliés. Parfois ça marchait pas. D'ailleurs, généralement, l'Église et le roi, eh bien, ils s'opposaient à ces accusations. Pas toujours. Mais là, la situation, elle a fondamentalement changé. On n'est plus sur le banc des accusés. On n'a pas besoin de grimper sur le banc des accusés, même si on nous accuse. Euh, et au contraire, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire monter sur le banc des accusés? C'est aussi essayer de rationaliser, de trouver une logique à la haine. Dire, bon, si Biden il parle comme ça veut dire, ouais. Bibi, il a dû drôlement l'embêter, hein. Il a dû drôlement avoir une mauvaise mine, etc., etc. Bon. Ah, ou peut-être il a des raisons aussi électorales là-bas, donc on doit essayer de. Euh, il n'y a pas besoin de, de rationaliser l'irrationnel. Et il est très difficile de. Je vais vous montrer maintenant une photo qui est apparue dans un journal canadien, La Presse, il y a quelques semaines, moins que cela. Vous pouvez le voir. Vous voyez ici la photo, vous le reconnaissez, dans les habits de Nosferatu.
si vous connaissez Nosferatu, vampire en roumain. Donc là, il y a le vampire israélien qui va boire le sang des enfants de Gaza. Ça a apparu dans la presse, le journal La Presse, au Canada. D'ailleurs, c'est très intéressant, mais immédiatement après Muhammad Doura, il y avait une caricature semblable euh, de Ariel Sharon. De Ariel Sharon, c'était plus tard quand il est arrivé au pouvoir, donc c'était pas immédiatement après. Mais donc c'est-à-dire on voit encore ça, c'est paru dans un article de Caroline Glick qui fait aussi la comparaison euh, de ce qui se passe, de ce qu'on vit aujourd'hui avec les accusations de meurtre rituel. Euh, Maintenant, donc, euh, essayer de rationaliser, c'est essayer de dire quelque part, de trouver notre part dans notre responsabilité dans ces accusations. Alors qu'on voit que toute la nature de ces accusations, c'est de mettre de côté l'aspect empirique, l'aspect rationnel, factuel des choses, et dire non, 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 non. Cela tient de la nature des Juifs d'être un peuple meurtrier. Cela tient de la nature des Juifs de malmener les Arabes de Gaza et de Judée-Samarie, etc., etc. On n'a pas besoin de preuves. Au contraire, si vous donnez des preuves que vous n'êtes pas responsable ou juste en partie responsable du missile contre le véhicule où il y avait des volontaires d'Australie, de Pologne et d'ailleurs qui faisaient la cuisine là-bas à Gaza, eh bien, ça ne prouve rien. C'est OK, là, vous êtes en partie responsable, mais partout ailleurs, vous êtes véritablement responsable. Donc, première chose, je pense que ça ne sert absolument à rien d'essayer de prouver quoi que ce soit. Et il faut, à mon sens, s'élever au niveau où se trouve cette accusation. C'est une accusation formulée sous forme de parole, sous forme de, de la nature de ce que nous sommes et ce que, a fortiori, représente l'Occident et l'humanité et le Moyen-Orient. C'est-à-dire, il y a les Juifs qui sont les assassins et il y a les victimes et il y a les sympathisants qui sont l'Occident, etc., etc. Et tous sont membres de cette religion où les Juifs remplissent un rôle qui leur est octroyé par aujourd'hui le Hamas, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, etc., etc. On ne doit pas accepter ce rôle. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour pas accepter ce rôle? Eh bien, tu dis quel est ton rôle véritable. Tu dis qui est Israël. Tu dis qui est Israël. Euh, euh, Israël est le peuple qui, au contraire, qui est dans ce cas, qui est le peuple qui est victime de la
barbarie du Hamas. Et pourquoi est-ce qu'il est victime de la barbarie du Hamas? Eh bien, parce qu'il est porteur de telle et telle valeur, de bien, de vérité, de sainteté de la vie humaine, juive et non juive. Et c'est pour ces raisons-là que nous sommes haïs, c'est que nous prenons au sérieux nos valeurs, nous prenons au sérieux notre justice et nous y réussissons tellement que vous vous sentez coupable. Et votre moyen de lutter contre votre sentiment de culpabilité, eh bien, c'est nous accuser. C'est nous qui sommes le reflet de votre amoralité par notre moralité. C'est nous qui sommes le reflet de votre injustice par notre justice. C'est nous qui sommes le reflet de votre indifférence par notre préoccupation même de ceux qui sont nos ennemis. Mais vous êtes incapables de l'admettre et vous nous renvoyez la balle. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'on ne le dit pas. Et qu'au lieu de le dire, soit on grimpe sur le banc des accusés, comme on l'a fait après l'affaire de Mohamed Ad-Doura. On a mis des commissions, on dit oui, 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 on a immédiatement reconnu, oui, on l'a tué, on l'a tué. Mais pourquoi dire ça? On ne l'a pas tué. Ou aujourd'hui, où on ne, nous, nos émissaires, etc., préférons mener le débat en termes d'intérêt, en termes d'alliance dont on a besoin, plus ou moins, et pas en termes de moralité. Lorsque le futur président Herzog, en 1975, quand il était représentant d'Israël, ambassadeur d'Israël à l'Organisation des Nations Unies, où ils ont fait passer la déclaration où le sionisme était présenté comme racisme, eh bien, il n'a pas dit non, mais je vais vous prouver que le sionisme. Non, il l'a dit. Il a dit, vous conduisez en bon héritier véritable de l'Allemagne nazie. Il a retourné le débat et au lieu d'essayer de se justifier, a accusé tous ceux qui étaient présents dans l'Assemblée de l'ONU. Maintenant, il ne pensait pas les convaincre. Mais, bien entendu, le vote, il a passé. Mais il a forcé le respect. Il a forcé le respect. Bon, maintenant, je cesse de parler, je passe à vos questions. Regarde, chat. On ne dirait pas qu'il y a des... Ah, ouais, ok, je parlais de la photo. Ici, oui, ça ne serait pas étonnant. Ça ne serait pas étonnant. Pourquoi? Parce que toute cette caricature, elle disculpe Sinoir et elle culpabilise Israël. C'est-à-dire, ce n'est pas Netanyahou, c'est Israël. Ceux que Netanyahou, là, il incarne, c'est tout Israël. Okay? Donc, bien entendu, ce n'est pas les assassins qui sont les assassins, mais c'est les victimes qui sont les assassins. Europe 1, suivre le comportement des plus... Et Ouais, bon, on repeint, on s'en fout, oui, c'est tous des. Voilà. Ma question, elle est comme ça, Elisère. Tu dis que oui, finalement, il ne faut pas vraiment répondre, il ne faut pas se justifier, etc.
est-ce qu'il n'y a quand même pas une partie des gens, euh, ils ont encore une bonne volonté et ils ont beaucoup d'ignorance. Et donc, en fait, peut-être que oui, on a un travail à faire face à ces gens qui sont quand même sincères, en recherche de la vérité, et qui sont tout simplement ignorants, qui écoutent les informations anti-israéliennes toute la journée, et que nous, on a quand même un travail à faire dans ce sens. Tu parles du travail à faire en ce sens parmi, par exemple, les Juifs ou les goïms du monde, du monde qui doutent peut-être telle et telle a raison, etc., etc. Oui, oui, c'est ça. Ça veut dire que Oui, c'est oui, beaucoup d'ignorance. Ils savent pas où c'est Israël. Ils connaissent rien du judaïsme. Et la seule chose qu'ils entendent, en d'accord. fait, c'est des choses négatives. Donc, bah, forcément, ils sont contre. Mais je pense qu'il y a peut-être une partie de la société générale, ou même malheureusement juive, qui est en recherche de vérité et qui est, comment dire, amitié, quoi, qui cherche véritablement la vérité. Oui, oui. Eh bien, je pense que là, c'est une très bonne question, mais euh, euh, accuser, c'est-à-dire parler, pas en tant que quelqu'un qui est sur le banc des accusés, mais en tant que quelqu'un qui vient éduquer, qui vient rapporter les faits tels qu'ils sont, eh bien, ça répond exactement à la question que tu poses. C'est-à-dire, effectivement, moi, je viens euh, euh, présenter, me présenter en tant qu'Israël. Voilà ce qui s'est passé le 7 octobre. Je raconte ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que je dis par rapport à ceux qui disent que c'est du fake, que c'est que c'est du fake? Eh bien, là, je dois donner aussi une réponse à cela, c'est dire que, Xaverim, il faut savoir que la vérité est telle et que la vérité, elle dérange. Les faits, ils dérangent. Et raconter que ceux dont on parlait le moins, ceux qui étaient un tabou pendant la Seconde Guerre mondiale, presque, je m'excuse de le dire, pornographique, on n'en parlait pas. C'était ce qui se passait avec les Juifs. On ne parle pas de ce qui se passe avec les Juifs. Et de la même manière aujourd'hui, les gens en Occident ne sont pas prêts à parler de ce qui s'est passé avec les enfants, avec les femmes, avec les filles et avec tous les Juifs qui ont été profanés, assassinés, torturés le matin du 7 octobre. C'est-à-dire, en rapportant les faits, tu te fais porteur de la vérité qui est ton identité. Mon identité est de nommer les choses telles qu'elles sont. Et cette identité dérange extrêmement un monde qui n'est pas prêt à entendre, un monde postmoderne et progressif où il n'y a plus de vérité. Il n'est pas prêt à l'entendre. Encore une fois, tu dis, oh, tu appelles des choses par leur nom, ça ne veut pas. Non, je donne le nom que je veux. Et puis aussi, appeler la justice, justice, ce qui est bien, bien, ce qui est mal, mal. Et cela aussi, ça dérange. Pourquoi? Parce que quand par exemple, vous avez parlé admettons, il y a 30 000 morts. Mais sur ces 30 000 morts, il y a 12 000 morts qui sont des terroristes, au minimum, au minimum. Donc, il y a 18, donc c'est quoi? C'est 1 sur 2 presque, c'est des terroristes, dans des conditions où on combat qui sont sans pareil. Maintenant, comparant, quel était le rapport entre terroristes et civils lors des combats des forces américaines en Irak, des forces américaines en Afghanistan et ailleurs? Partout, le nombre de blessés et de tués civils dépassait de 3 à 4, voire 5, 6 fois
le nombre de terroristes. Donc, c'est un ratio, c'est un rapport qui est unique, alors qu'on combat dans des conditions que tout le monde reconnaît, elles sont sans pareil. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à entendre ça? Si oui, très bien. Si vous n'êtes pas prêts, et c'est ce qui se passe. Pardon, salut. Alors, vous allez m'accuser de mensonge. Pourquoi? Parce que reconnaître que mes chiffres sont bons et mes chiffres sont justes, c'est reconnaître que le soldat de Tsahal est le soldat pas seulement le plus performant, mais aussi le plus qui se préoccupe de plus de la vie humaine, quelle qu'elle soit. Et moi, moi, aux États-Unis, aux Angleterres, en Russie, j'en parle pas, etc., en France, j'ai beaucoup à apprendre de ce soldat. Juste un exemple. Pourquoi est-ce que j'oublie les otages? J'en parle pas. Parce que ça m'énerve que les Juifs ne soient pas prêts à oublier leurs otages. C'est un peuple qui n'oublie pas leurs otages. Et moi, c'est différent. Combien d'enfants sont portés disparus aux États-Unis tous les jours et qu'on ne retrouve pas? Je ne parle pas de soldats, d'enfants qui sont séquestrés et on ne les retrouve pas. Maintenant, et là, vous avez un peuple qui n'oublie pas ses otages. Ouf! Eh bien, c'est ainsi qu'il faut parler, euh, expliquer et éduquer et mettre les points sur les i. Ken. Je vous écoute. Allez, on va permettre aux gens d'ouvrir les micros. Je sais qu'il y a des réactions sur le chat, mais on vous invite maintenant à ouvrir les micros. Sauf que j'ai un problème technique. Une seconde. Eliezer, tu m'entends? Oui, oui, j'entends très bien. Moi, j'ai un bug là. J'arrive pas à ouvrir les micros. Ça va prendre 1 ou 2 minutes. Tu peux lire si tu veux lire les commentaires. Ouais, regarde. Tu peux les lire, s'il te plaît, parce que là, moi j'ai de la peine. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont tous formulés très difficiles à lire. Si tu peux lire, Ah je te voilà, attends. remercie. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça s'est arrangé. Donc, peut-être qu'on va donner Euh, la chance aux personnes qui ont écrit de le dire parce que voilà, exactement. C'est ce qu'on fait. Voilà, c'est parti. Vous pouvez maintenant ouvrir les micros et intervenir directement. C'est plus simple. Et les caméras aussi, par la même occasion. Alors, Les Chavod. alors moi, je Déborah? voudrais poser la question Stéphane. Oui. que faire de nos frères gauchistes qui, justement, participent aussi à ces mensonges et nous dénigrent dans les médias et par le monde? vous parlez de nos frères gauchistes en Israël. Bah oui. C'est une question très difficile, vraiment très difficile, mais c'est porter une autre voix, émettre une autre voix et les mettre haut et fort en sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent nous entendre. Peut-être pas sur les chaînes essentielles de presse principale, je ne sais pas, CNN, Antenne 2 et compagnie, et BBC. Mais ailleurs, oui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les otages de ces chaînes. Et que, au contraire, le tort qu'ils nous causent euh, est, euh, euh, et qui est énorme et qu'on peut pas négliger, il faut savoir, il faut savoir encore une chose, qu'il y a une chose qui leur fait très peur. C'est la Ardut Ha'am. Ça a été révélé dans les sondages de Makor Rishon ce dernier vendredi, Yom Shishi.
et que plus on va vers la gauche, moins il y a de désir d'unité du peuple. Et plus on voit ça même comme une menace. C'est-à-dire, la chose qu'ils aimeraient le plus, vraiment le plus, c'est qu'on organise une contre-manifestation à Kaplan. Ça, c'est la chose qu'ils aimeraient le plus. Et puis, encore plus que ça, qu'on de tous les noms, qu'on les appelle de tous les noms sur la toile, etc., etc., etc. Donc, la réponse qu'on doit donner à cela, c'est dans le renforcement de la hardout. Dans le renforcement de la shayachut, de l'appartenance au peuple et de l'identité juive. Sachant que ce combat, ce n'est pas un combat qui va être résolu du jour au lendemain, encore une fois. Ça va prendre beaucoup de temps, mais sachant que le kahal, le public cible, ce n'est pas les personnes de qui vous parlez. Elles, je pense pas, je doute qu'elles puissent être convaincues, mais c'est le peuple en général. Et à ce peuple, oui, il faut expliquer ce que c'est accusation de meurtre rituel, ce que c'est Israël, ce que c'est Hamas, ce que c'est l'Occident. Et à ce peuple, il faut expliquer que parfois, il n'y a aucun problème à être, comme on dit, Am levadad yishkon, un peuple qui vit à part. D'accord? Ouais. Mais ce n'est pas une réponse qui est, comment dire, qui donne une réponse immédiate, quoi. D'accord. D'autres questions? Oui, j'aimerais poser comme question à Eliezer, qu'est-ce qu'il peut penser des manipulations qu'il pourrait y avoir de l'extérieur, des services secrets extérieurs, pour qu'il y ait le bazar en Israël sur le plan de la société civile? Bah, tout d'abord, Comme par le passé, il y en a eu par le passé, je viens de lire un vieux oui, bouquin. bien entendu, je pense que nos ennemis, euh, ils nous comprennent très, très bien. Ken, on le voit, Purim, Aman, Yeshno, Am Echad, Mefuzar, Mfurad, l'école Mebditot Mamlartech, et un peuple dispersé. Ils savent très bien que notre force, elle est dans l'unité et notre faiblesse, elle est dans la désunion. Vous pouvez voir avec quelle liesse sont reçues les manifestations à Kaplan et ailleurs. Mais encore une fois, on va dire une chose, regardez, ça fait presque une demi-année qu'il n'y a pas eu ces manifestations. Pourquoi? Parce que les gens sentaient qu'il y a une telle unité, non, ça ne peut pas marcher. Ça veut dire qu'ils ont changé leurs idées. Non, ils n'ont pas changé leurs idées. Vous avez vu que c'était plus légitime. Maintenant, ils sentent encore une fois que c'est légitime. Euh, parce que le niveau d'unité, euh, euh, il a baissé. Donc c'est sur cela, il me semble que l'on doit travailler à tous les niveaux. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou non? Oui et non. Non, Dites en moi je quoi pensais, non? je pensais, j'ai lu récemment un bouquin de Michel Barzoar sur les services secrets avec les histoires de Harel, les histoires quand l'URSS, et on était encore dans la guerre froide, dans les années 70, et la guerre froide, et que les partis soviétiques, l'URSS a essayé de manipuler. Et est-ce qu'on ne serait pas toujours dans une forme de guerre froide, ou c'est nous qui sommes au milieu, là, à l'heure actuelle? Oui, oui. Et là, c'est très bien. Nous sommes véritablement au milieu. Et je pense que ça donne une responsabilité folle
dans chacune des répliques qu'on écrit et dans chacune de nos réactions. Du moment que, vous savez, comme dans l'interrogation au KGB, qu'est-ce que disaient les agents du KGB à Mendelevitch, par exemple? Il était arrêté, l'opération mariage, ils l'ont arrêté avec une douzaine et quelques d'autres juifs qui ont essayé euh, euh, de prendre l'avion et de le détourner le vol. Alors, la première chose qu'on lui dit, mais Youssef, vous savez, vos acolytes, ils vous ont vendu. Ils vous ont vendu, ils vous ont dénoncé. Alors, vous allez être le pigeon. Dites-nous tout ce que vous savez sur Zalmanson, sur Kuznetsov, sur Dimchit, sur tout. Dites-nous. Et ce qu'a dit Yosef Mendelevitch, il nous a raconté, il a écrit aussi dans son livre, moi je me suis gravé une règle d'airain. Je ne dénonce, je ne dis rien de mal de mes collègues. Rien. Et même s'ils m'ont vendu, je sais qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont cédé sous les coups et les matraques, sous etc., etc. C'est-à-dire savoir que le plus grand désir des Sinoirs, des Mélenchon et compagnie, leur plus grand désir, c'est de me voir me disputer, des Poutine et compagnie. C'est de me voir, etc. Et savoir que ne pas répondre à un imbécile en empruntant son imbécilité, Altan Xil Keivalto, c'est aussi, bon, c'est difficile sur le moment, mais c'est ce qu'il faut être fait. Et ce que vous dites, ça rajoute encore plus, c'est que je sais que on essaye de me manipuler d'Iran, de Moscou, de où vous voulez, sans parler de notre presse locale qui, pour des raisons autres, veut m'exciter, veut que je la lise. Donc, elle met même dans des érotimes qui sont que j'apprécie, on essaye de m'énerver pour que je lise l'article jusqu'au bout et en passant, je regarde les pubs, etc., etc. Et pour finir, après 2 jours, je vois qu'en fait, non, cette déclaration, elle n'a jamais déclaré. Et puis, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, lire les nouvelles avec beaucoup de sobriété et de responsabilité. Et il faut rappeler sans arrêt aussi le financement de l'étranger. Il faut rappeler les chiffres, il faut le redire à chaque fois. Et ça, il faut prendre aussi, il faut voir d'un œil optimiste. C'est pas pour rien que le monde se mobilise contre le peuple juif aujourd'hui. C'est pas pour rien que le monde se mobilise quand le peuple juif se réveille, retrouve son unité, rentre à Gaza, rentre à Shifa, rentre à Khan Younes, rentre à Netzarim, et est vainqueur sur tous les fronts. On ne veut pas de peuple juif victorieux. Parce qu'avec la victoire du peuple juif, c'est l'identité du peuple juif qui est victorieuse, qui remet en cause toutes les, comment dire, dérives de l'Occident aujourd'hui et tout l'aspect meurtrier du monde ou d'une grande partie du monde musulman arabe aujourd'hui. C'est-à-dire, avec la victoire d'Israël, c'est la victoire de la lumière, c'est la victoire de la liberté, c'est la victoire de la vérité. Oi, 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 ça met à mal tous ceux qui jusque-là prétendaient en être les porteurs et les porte-drapeaux. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour rien que le monde se mobilise. Et là, on ne peut pas se passer
de laisser une place à Kadosh Baruch Hu. De laisser une très grande place à Kadosh Baruch Hu et dire, c'est finalement ce qui se passe, c'est irrationnel. À tous les niveaux, c'est irrationnel. Pourquoi? Parce que ce que les peuples voient dans le peuple juif, c'est un peuple émissaire. C'est un peuple qui est porteur d'un message qui le dépasse. Même quand il n'est pas prêt à le dire, à le formuler. On voit qu'il y a quelque chose ici d'irrationnel. Les Américains, ils sont venus, ils ont dit, vous n'avez aucune chance. Hein? Vous allez avoir des pertes incroyables. Hein? Regardez ce qui se passe. Et donc là, c'est une raison d'être optimiste où nos ennemis font tout leur possible pour essayer, pas de nous battre, pas de nous vaincre, mais d'empêcher notre victoire. Mais peut-être que le plus difficile, c'est d'accepter que c'est pas pour de la terre, c'est notre vie qu'ils veulent, c'est pas la terre. Donc c'est pas comme Exactement, une guerre. Et c'est ça qui est le plus difficile pour nous, de garder raison avec ça. exactement. Et ça fait peur. Oui, Et ça fait peur, et c'est pour ça qu'on veut peut-être on veut céder, etc. Mais là, il faut comprendre, il n'y a pas où céder. Où céder, c'est reconnaître que le 7 octobre va devenir la grande date de la victoire, la plus grande date de victoire du djihad après Salah al-Din. Et ça, on ne peut pas le permettre. tout à fait. On ne peut pas le permettre. Et ça, il faut aussi le dire. Khaverim, le 7 octobre, c'est notre conduite qui va en donner le sens. Soit un jour comme je l'ai dit, de fondation de l'État palestinien, entre guillemets, sur les ruines d'Israël, soit le jour de la débâcle du soi-disant peuple palestinien, de ses aspirations génocidaires. Et c'est nous qui allons véritablement donner la teneur et la valeur de ce que sera le 7 octobre. Est-ce que ce sera Shmini Atzeret Simchat Torah ou bien Lo Aleinu Mashu Acher? Pourquoi notre armée quitte Gaza maintenant, alors qu'on n'a pas fini? Lo Yodea. Lo Yodea. Je ne sais On pas. peut pas tout savoir, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a très souvent, tu sors pour te réorganiser. Chez les Arabes, je l'ai lu dans Abu Ali Express, eh bien, il explique que eux, comment est-ce qu'ils commandent ça? Oui, on sort de Khan Younes pour rentrer à Rafia. Donc, très bien. Très bien. Mais je ne sais pas. Voilà. Vous avez posé beaucoup de questions à droite, donc si vous voulez les répéter, parce que je ne peux pas les lire, je sais pas. Alors, la dernière question qui a été posée par écrit, et puis s'il y a une question par oral, vous êtes bien sûr invité. Macron a déclaré qu'il faudrait 10 ans à Israël pour démanteler le Hamas. Ce qui est sûr, c'est qu'un siècle ne suffira pas à se débarrasser des islamistes en Europe. Qu'en Pas en penses-tu de avant, ces deux attends. déclarations-là? On a déjà démenti pas mal de pronostics occidentaux quant au temps que nous prendra le démantèlement de Hamas et l'entrée à Hamas, etc., etc. Ken? Donc, effectivement, avec une telle aide de l'Occident, ça va pas prendre, ça va pas nous, ça va pas nous accélérer. Mais je pense que 10 ans, il a beaucoup exagéré. Cela dit, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire démanteler le Hamas. Démanteler le Hamas, c'est démanteler son idéologie. Démanteler son idéologie, c'est montrer quel en est le prix. Montrer quel en est le prix, c'est renouveler là-bas des yishuvim juifs. Pourquoi? Parce que c'est un prix qui est le prix le plus lourd pour
les adeptes du djihad. C'est seulement à ce prix-là qu'ils vont comprendre qu'ils ont perdu. Pour donner un exemple, ce qui leur fait le plus peur maintenant, c'est les caravanes de l'armée que l'armée israélienne installe le long de l'axe Netzarim, avec des mazganim, des climatisateurs qui se mettent, ils sont là pour rester, les antennes qu'on plante là-bas. C'est ce qui leur fait peur. Du travaux, du constant, c'est-à-dire un établissement qui n'est pas seulement un char qui vient et qui vient et qui repart, mais des constructions, des routes qui sont là pour rester. C'est ce qui leur fait peur. Il y a une Voilà. dernière question à l'oral, ceux qui veulent. Monsieur Yitzhak. Nakash, allez-y. Oui, parce que vous ne pensez pas que c'est le vrai Amalek, c'est les Américains, c'est pas le reste. Vous savez, je pense que là, les rôles sont bien partagés. Je pense que Amalek, c'est dans ce sens-là, c'est celui qui a essayé de faire croire au monde que Israël n'est pas invincible. Et voilà. C'est le Et rôle ce sont d'Amalek. les Américains. Et là, c'est Hamas. Et là, c'est Hamas. Pourquoi? Parce que ce qui a donné l'appétit Ah, aux antisémites, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Nous, on a pensé que ça allait nous donner les sympathies du monde, et au contraire, au monde, ça a 24 donné, heures. mais ces juifs, ils ne sont pas invincibles. Et je pense que les États-Unis, là, ils sont plus dans le rôle de Achashverosh. Allô? Non, mais ils C'est avaient pareil bien pour moi. compris, parce qu'ils savaient comme ils se cachaient derrière les civils, ils avaient bien prévu que Israël allait être condamné parce qu'ils tuaient les civils. C'était bien prévu. C'était diabolique leur truc. Du 7 octobre. Je vous entends, j'entends pas très bien. Excuse-moi. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, là, oui, oui. D'accord. J'ai dit le Hamas c'est diabolique ce qu'ils ont fait parce que le 7 octobre, ils savaient qu'après il y allait avoir une condamnation d'Israël pour leur attaque contre les civils palestiniens. Oui. C'était une manigance très bien manigancée. Nahon. Il a- Parce qu'ils savaient qu'Israël allait réagir fortement, pas comme les autres fois où il y avait, allez, quelques missiles sur le contour de Gaza. Bon, allez, on a le dôme de fer. Mediva, viens ici. Voilà. Alors que là, cette forte attaque a obligé Israël à réagir très fortement. Et c'était sûr que, comme ils sont planqués dans les hôpitaux, les écoles et tout, ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est une double victoire pour eux. Qu'ils nous massacrent, c'est une victoire avec un grand V, et que nous, on leur rend la monnaie de leur pièce. Et au contraire, plus il y a de victimes chez eux, plus ils sont contents. Nahon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut tuer et tuer. Continuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est ça, c'est-à-dire, il suffit pas de tuer. Le 7 octobre. Il faut continuer. Pardon? Venir une solution d'avant le 7 octobre. Il faut continuer à attaquer, je pense là, que effectivement, je pense que c'est-à-dire qu'il s'agit c'est-à-dire que notre victoire, elle ne va pas être comptée selon le nombre et jugée selon le nombre de terroristes ou de Gazaouis qui est tués. Non, il faut formuler la victoire en d'autres termes. En ces termes aussi, mais ça, c'est le moyen de la victoire. Anéantir le Hamas, c'est le moyen de la victoire. Maintenant, quel est le but de cette victoire? C'est en cela c'est-à-dire, l'arrêt Hamas, ce n'est pas le but. Ça ne peut pas être le but. C'est le moyen. Mais le moyen pourquoi? Le moyen pour un monde où il y a plus de bonté, où il y a plus de vérité, et
mais est dans notre cas le moyen pour réétablir une présence juive, une présence du peuple porteur de cette moralité sur la terre qui était transformée en terre de mort dans les 20 dernières années, 19 dernières années. C'est en ces termes qu'il faut formuler la victoire, effectivement. On n'en est pas encore là, mais Besed, ça va prendre du temps, c'est pas quelque chose, c'est de longue haleine. De longue haleine, mais je pense maintenant, pour résumer, pour terminer, c'est-à-dire la seule réponse qui peut être apportée Johan, elle est fantastique, ta fille. Tu lui passes notre bonjour. C'est génial. La seule réponse qui peut être apportée aux accusations de meurtre rituel, eh bien, c'est dire qui nous sommes. Vous nous présentez en tant qu'assassins. Vous dites non. Ceux qui sont les assassins, c'est nos ennemis. Et vous, vous êtes les complices de nos assassins. Et nous, on est le peuple qui n'assassine pas. Nous, on est le peuple qui sait se défendre, mais qui n'assassine pas. Nous, on est le peuple, au contraire, qui est pris de vie. Nous sommes un peuple de vie et on fait face à un peuple de mort. C'est de cette manière qu'il faut parler. Et preuve en main, regardez ce qui s'est passé le 7 octobre, regardez ce qui s'est passé avant, regardez la manière dont ils se conduisent avec leurs citoyens. Et mettre ça, et faire ça, et s'occuper de ça. Le ministère qui n'existe pas, le seul ministère qui n'existe pas en Israël, c'est le ministère de la Hasbara, de la guerre, comment dire, médiatique. Il n'y a pas de ministère. Il y a un département au sein du ministère de la diaspora. Personne ne fait rien à ce sujet. Personne ne fait rien. On ne développe pas de paroles juives. On ne développe pas de paroles sionistes. Ceux qui font le travail, c'est des personnes à droite et à gauche, des journalistes qui le font mieux, moins bien, etc. Je ne sais pas, des Eddie Cohen, des Moti Keidar, d'autres personnes qui le font à titre personnel. En tant que peuple, on a le ministère principal qui doit être plus important que le ministère de la Défense. C'est le ministère de la Hasbara, de la guerre médiatique. Pourquoi? Comment expliquer son absence? Peut-être qu'on n'est pas encore tellement sûr de notre coup. Et là, il faut renflouer notre identité. Parce que tu parles quand tu as la conviction de dire quelque chose qui en vaut la peine. On a dit, regardez, on est victime, on est victime, on est victime, on est victime. OK, et alors? Et la conclusion, c'est quoi? On est victime. Non, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que pourquoi on est victime? Vous savez pourquoi on est victime? Parce qu'on est le peuple qui est porteur de vie. Et nos voisins ne sont pas prêts à l'écouter. Et maintenant, je veux que vous, comment dire, en preniez acte de cela, que conclusion du siècle qu'on est victime. Vous savez pourquoi on est victime? Eh bien, je vais vous en donner la liste. Justice, bonté, soif de vie, etc., etc., etc. Et vous devez soutenir un tel peuple si vous êtes vraiment humaniste comme vous le dites. Si vraiment pour vous les droits de l'homme ça importe, eh bien vous devez soutenir le peuple qui chérit le plus au monde le genre humain. Voilà, c'est ainsi qu'on doit parler, etc. Bon, les amis, vous avez bientôt un prochain cours.
Leitraot, Bsorot Tovot, Chodesh Tov. Et si on ne soit pas avant Pesach, Pesach Kasher et sa mère, et ce n'est pas avant un mot qu'en Nissan, on a été délivré en Nissan, on sera délivré le mois de la délivrance. Bezrat Hashem.